Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Merci, Monsieur Belkhadir. Merci aux organisateurs. C'est un réel plaisir d'être avec une communauté de la santé aussi variée, aussi, j'allais dire, committed dans le problème du diabète, du risque cardiovasculaire. Et ça me fait vraiment plaisir de partager ce sujet avec vous. Et j'ai pas mal appris ce matin et on va continuer encore à apprendre ensemble et à partager nos expériences. Donc je commencerai par cette diapo prise ce matin de chez M. Heikel, sans sa permission. Et bon, c'est sur photo, mais que j'ai apprécié. Et j'ai apprécié son enthousiasme pour le risque cardiovasculaire, pour tout ce qu'il fait pour la santé. Là, j'ai apprécié cette caricature et qui représente pas mal de challenges qui nous attendent. Alors aussi, il y a autre chose, je vous ai coincé, hein, en tant que médecin, en tant que responsable, en tant que personne qui lutte contre le diabète. Tout à l'heure, vous avez passé toute une après-midi hier et toute une matinée aujourd'hui à lutter contre le diabète, mais à la pause café. Donc on va se dire que vous avez le droit à un petit moment de détente. Alors c'est des facteurs de risque, oui. Hein, j'ai des preuves, vous étiez là, hein, même M. Moulay Tahar, bonjour. Vous étiez là dans la pause café et vous preniez du sucre hein, et du thé avec du sucre hein, pour certains. Oui, oui. Mais en marchant, en faisant de l'activité, c'est pas mal. Alors, on va faire un peu connaissance, si vous voulez bien. Prenez vos téléphones et allez sur ce site www.menti.com, si vous le voulez bien. Ne le photographiez pas, juste allez dans le site menti.com. Et rentrez ce code. On va faire connaissance, juste quelques slides entre nous qu'on va s'échanger. Alors, menti.com. Essayez d'aller sur Internet et aller sur le site menti.com et utiliser le code qui s'affiche devant vous. Alors, vous devriez avoir une première question de ce genre. Et répondez, comme ça on fait un petit test et voir combien de personnes sont connectées. On va poser quelques questions, 4 ou 5 questions qui vont être la base. Le code, il est toujours là, 27 71 25. Alors, nous sommes samedi, oui, c'est vrai. Même si vous vous trompez, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de cliquer. Alors, on a presque 30 personnes dans la salle connectée. Si on a une grande moitié, on commence. Donc, on y va pour la première question. Les autres, ils vont nous rattraper dans la deuxième question qui est la plus importante. Alors, de quelle ville sommes-nous? Moi, je suis de Rabat. Alors, est-ce que vous êtes de Rabat région, Kenitra, Casablanca, Fès, Meknès, région Marrakech, Nord ou autre région? C'est une question qui rapporte de l'argent à la société. Ils savent quelle cible. Alors, oui? Non, là où vous venez, vous travaillez. Là où vous travaillez. Voilà, on est bien servi, hein, les Rabatis. Alors, une majorité de Rabat. Déjà, on sait avec qui on va parler. Alors, vous êtes du public ou du privé? Monsieur Belkhadir, il faudra payer pour ces réponses. Une majorité du public. Alors, est-ce que vous êtes généraliste? Vous êtes spécialiste? De quelle spécialité? J'en ai mis plusieurs. Si vous vous retrouvez, sinon vous mettez autre. Alors, autre, donc j'ai raté, hein, en parlant de multidisciplinarité, j'ai raté certaines spécialités. On aimerait bien savoir ces spécialités. Probablement des chirurgiens qui vont s'occuper de l'obésité, des psychologues,
Oui? Oui, des biologistes. Ah oui, c'est vrai. Hein. Des biologistes, hein. D'accord. Bon, alors il y a pas mal d'endocrinologues quand même, et des généralistes de la première ligne. Non, j'ai 42, c'était la moyenne de début. Alors, une question, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de diabète, d'hypertension artérielle, de risque cardiovasculaire. Est-ce que vous conseillez à votre patient de prendre les escaliers ou les ascenseurs? Ou est-ce qu'on oublie d'en parler carrément? N'hésitez pas à cocher l'ascenseur. J'allais dire oublier. Bravo. Ah, oui. Donc on est bien, hein, c'est un bon signe, donc on sait ce qu'on fait. Et on se corrigera pour le reste. Alors si je vous dis classé par ordre de gravité, hein, vous cochez le plus à risque de ces patients-là. Un patient qui est un homme, tous âgés de 50 ans pour faciliter la tâche, homme, tabac et diabète. Homme, cholestérol à 2,8, une femme diabétique et une femme qui fume avec un cholestérol à 2,8. Quel est pour vous le plus à risque? En se basant sur soit notre manière de faire, de jongler avec les facteurs de risque, ou bien carrément utiliser les scores de risque cardiovasculaire que nous avons à notre disposition. Allez-y. Alors encore 5 secondes et je vous donne la réponse pour celle-là déjà. Et comme ça, on se met au même diapason. Alors en principe, vous voyez 4 types de personnes qui ont le même âge, donc on vous enlève le risque qui est inhérent à l'âge, mais ces 4 profils ont le même risque, inférieur à 10% sur 10 années. Moralité, il faut, c'est vrai, considérer les facteurs de risque, mais toujours essayer de calculer avec un calculateur. Vous les avez, ils sont adaptés au Maroc, ceux de l'Organisation mondiale de la santé, et il faut les utiliser. On va les voir. Alors, meilleur choix thérapeutique. Et on commence notre présentation. Est-ce que vous utilisez, pour vous, le médicament est le meilleur choix thérapeutique, ou bien le changement de style de vie, le changement de comportement, ou bien les deux? Donc, on a la réponse qui s'affiche devant nous. Donc, on est bien d'accord, c'est les deux. Et le changement de style de vie devrait être un des chevals de bataille avec nous et avec le patient pour pouvoir contourner, prévenir les différentes maladies. Oui, on est d'accord. Alors, il n'y a plus de questions. On y va pour parler de ces deux tueurs silencieux. C'est carrément un film. Vous rentrez, mais je vous conseille de ne pas le regarder tout seul. Hein, ça fait peur. Déjà, l'hypertension artérielle, c'est un tueur à lui seul. Et le diabète est un tueur silencieux à lui seul, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de bruit. Mais les deux associés, c'est une association des plus meurtrières. Alors, qui intéresse généralistes, urgentistes, médecins de famille, diabétologues, endocrinologues, internistes, psychologues, biologistes et autres spécialités. Alors, je ne vais pas rentrer dans le mécanisme de l'hypertension artérielle chez le diabétique, mais dès qu'on est diabétique, on peut développer une néphropathie diabétique, on peut altérer sa fonction rénale, et donc on peut aller vers une hypertension artérielle, comme quoi il y a une relation très étroite entre le diabète et l'hypertension artérielle. Le diabète est aussi relié à l'obésité ou l'excès pondéral, donc dès qu'on rentre par la porte de l'excès pondéral, on risque l'obésité, vous risquez un diabète aussi. Je ne parlerai pas des diabètes d'origine endocrinienne, donc ça c'est une HTA ou une diabète d'origine secondaire qui mérite une autre session. Alors pourquoi on a peur de l'hypertension artérielle? Pourquoi on a encore plus peur quand on a une HTA associée à un diabète? Voilà, la réponse elle est connue, elle est peut-être même
plus connu de nos jours, c'est nos patients qui commencent à avoir peur d'infarctus du myocarde, des maladies artérielles, de l'accident vasculaire cérébral, ischémico-hémorragique, de la rétinopathie, de la néphropathie ou des maladies artérielles. Donc, il faut avoir peur du diabète et de l'hypertension artérielle, surtout quand ils sont associés. Les chiffres épidémiologiques, vous en avez parlé tout au long de la session d'hier et de ce matin. Ce qu'il faut rajouter, c'est que l'HTA, elle est en progression, au-delà des chiffres. Le diabète, il est en progression aussi. Et aussi, il faut savoir qu'on ne diagnostique pas tous les diabétiques. Un peu plus que la moitié des diabétiques ne seront jamais diagnostiqués. Jamais diagnostiqués. Donc, il faut vraiment travailler sur ce qui est diagnostiqué, faire des protocoles, des procédures de traitement et tout ce que vous voulez, mais prévenir le reste. Alors, j'ai aussi chippé cette photo ce matin à Mme Mammar. Est-ce qu'elle est là? Elle est partie. Mais juste pour souligner cette croissance annuelle de plus 5,7%, pour vous prouver que j'étais là tout à l'heure. Alors, les facteurs de risque, la philosophie du facteur de risque cardiovasculaire ou de ce risque, en jouant avec les facteurs de risque, vous avez l'âge, on n'y peut rien, on ne peut pas changer l'âge, on ne peut pas rajeunir. Le sexe masculin aussi. Il y avait des années, on ne pouvait pas le changer. Peut-être maintenant, il le change ailleurs. L'hérédité athéromateuse, oui. Alors, avec ça, avec cet état anatomique ou physiologique, si on prend des mauvaises habitudes, du tabac, de l'alimentation riche en graisse, de la sédentarité, on ne fait pas d'activité, on ne bouge pas, eh bien, on peut créer ces maladies. Si on ne va pas vers ces mauvaises habitudes, on évite ces maladies. C'est tout simple. Je pourrais arrêter ma présentation ici. Je ne reviens pas aussi sur les facteurs de risque cardiovasculaire, leur gravité, sachant que juste que l'hypertension artérielle n'a été prise comme facteur de risque cardiovasculaire qu'en 1957. Ça n'a pas toujours été un facteur de risque cardiovasculaire reconnu. C'était des chiffres avant. Après, en 1957, on a pris en considération que c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Et c'est un facteur aussi de risque d'accidents vasculaires cérébraux dès 1970. Alors, dès qu'on est diabétique, on est considéré à très haut risque cardiovasculaire. Donc, il faut vraiment monitorer ces personnes qui sont diabétiques dès leur premier signe. Alors, toujours, c'est des chiffres que je pense que vous avez déjà en tête, mais dès qu'on franchit la porte du surpoids, de l'obésité, on a un risque de 5 fois plus de développer un diabète. Rajoutez à cela, si on a une intolérance glycémique ou des troubles de la régulation de la glycémie, vous avez un risque de 7 fois multiplié. Vous les associez les deux, et quand vous rentrez dans le surpoids, dans l'obésité, vous êtes à coup sûr en train de les associer. Si vous les associez, c'est phénoménal, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. 17% ou 17 fois le risque de développer un diabète. Donc on est dans le chemin de diabète. Alors c'est pour ça qu'il faut souligner la prévention. C'est une grande arme que nous devons utiliser. Alors, en matière d'obésité, ça c'est les chiffres marocains. Il y avait je pense que vous les connaissez, une première constatation en 2000, puis en 2017. Peu importe les chiffres, mais c'est la progression qui fait peur. C'est cette progression-là qui fait peur. Alors aussi pour le diabète qui a été pris en considération comme facteur de risque cardiovasculaire qu'en 1974. Et donc lui aussi, il est en progression. Regardez cette carte, je pense que ça a été affiché dans ce congrès, pour ce qui est obésité chez les femmes dans les années 75. Regardez comment il passe aux années 2016, d'une obésité de 10 à 20% jusqu'à 40%, et on n'en parle pas de l'obésité sévère. La même chose pour les hommes. C'était light dans les années 75, maintenant avec les fast-food, avec les moyens les voitures, les ascenseurs et tout ce que vous voulez comme moyens, ça empire. Moins chez les hommes que chez les femmes. Alors, vous êtes hypertendu et diabétique, eh bien, vous êtes à risque de développer un diabète plus quand vous avez une hypertension artérielle et un surpoids. C'est pour ça qu'il faut monitorer, avoir l'œil
sur toute personne qui a un surpoids pour éviter d'aller vers un diabète ou une hypertension artérielle, encore plus quand ils sont déjà diabétiques ou hypertendus. Alors vous êtes considéré à risque de diabète si vous avez ces critères-là. Vous pouvez faire le test pour vous et pour vos patients. Vous êtes au-delà de 45 ans, vous êtes un homme, vous avez un diabète familial, vous avez une hypertension artérielle. Déjà, même si vous n'avez pas d'hypertension artérielle, vous êtes sédentaire, vous avez un surpoids de 8 kg, vous avez un score de 5 supérieur à 5, vous êtes à risque de développer un diabète, que ce soit pour votre patient ou pour vous-même. Donc faites le calcul. Voici un homme de 55 ans, il est dans la salle, hein, je suis sûr. C'est un homme, hein, il a un diabète familial, une mère, ou eh bien un père, ou bien une sœur. Il peut ou ne pas avoir d'hypertension artérielle, peu importe, mais s'il est sédentaire, s'il a un surpoids, il est sûr d'avoir 7 points. Donc il doit réviser au moins son activité physique et réduire son poids. S'il fait ces deux éléments-là, il va devenir dans une zone à moindre risque. Et c'est pour ça que la prévention, elle est importante en matière de diabète et d'hypertension artérielle. Il ne faut jamais l'occulter, il ne faut jamais. Prévention, quand on parle diabète et hypertension, c'est la prévention, c'est la seule arme efficace et c'est la seule arme qu'on devrait utiliser en premier. Il ne faut pas tomber malade, comme pour les gens qui fument. Il y a beaucoup de programmes pour essayer de lutter contre le tabac. Mais le meilleur, c'est quoi? C'est de ne pas commencer. Vous avez beau à faire des programmes, des protocoles, des procédures, vous ne réduisez que 10% à 15%, voire 5% dans certains pays de ceux qui fument réellement. Donc ne pas commencer, ne pas être en surpoids, ne pas être en obésité. Si on l'est déjà, il faut revenir à la normale. Alors, question management du risque cardiovasculaire. Dans les dernières recommandations à Munich en 2018 d'hypertension artérielle et aussi américaine de diabétologie, quand vous êtes diabétique, vous êtes à très haut risque. Donc vous pouvez sortir toutes les armes. Vous êtes déjà classé comme celui qui a déjà fait un accident vasculaire cérébral, comme une maladie coronarienne. Voilà, le très haut risque, c'est bien souligné, un diabète ou bien avec une atteinte d'une maladie des organes nobles, avec une protéinuro aussi, un accident vasculaire cérébral, une insuffisance rénale sévère, tous ceux-là, ils sont classés dans le même rang. Diabète, même sans complications, vous êtes dans le même rang quand on parle du patient. Alors voilà, je ne sais pas si vous les utilisez, mais il faut les utiliser. C'est les tablettes ou les tables de risque cardiovasculaire de l'OMS qui sont adoptées à notre région. Donc ça c'est la table marocaine, que vous soyez diabétique ou sans diabète. Là vous avez le cholestérol, vous avez l'âge, vous avez le sujet masculin, le féminin, non-fumeur, fumeur, la femme qui ne fume pas ou qui fume. Et donc vous avez tous les cas possibles. Donc vous mettez les paramètres, vous avez votre risque cardiovasculaire à 10 ans, de développer un événement cardiovasculaire et vous pouvez savoir, la personne qui est devant vous, est-ce qu'elle est à haut risque ou à un risque qui est modéré. Alors là, ça c'est une tablette ou une table où si vous ne disposez pas d'analyse ou de résultats de cholestérol. Alors, pourquoi calculer le risque cardiovasculaire quand on parle d'hypertension artérielle ou de diabète? C'est important parce que vous aurez des surprises. Regardez, encore un homme de 55 ans, peut-être qu'il est dans la salle, hein. S'il voit son risque s'afficher, il devrait payer la consultation. Alors, âge de 55 ans, vous avez une pression artérielle à 120. Un sujet masculin, il ne fume pas encore. Une pression artérielle à 120, un cholestérol total à 2 grammes, un HDL à 0,46. Il n'a pas encore de diabète, il a une hypertrophie. Certains calculateurs prennent en considération l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et vous avez le risque. Voilà, 55 ans, il n'a pas vraiment de facteurs, il ne fume pas, il n'est pas diabétique, c'est le risque idéal. Il est de 8,57, il est égal au risque idéal. Alors cette même personne-là, si elle commence à fumer, hein, mais vraiment fumer à 55 ans, alors là, il faut consulter un psychologue. Alors si elle commence à fumer, son risque augmente de 5 points.
Alors, sa pression artérielle s'élève pour des problèmes, pour le tabac aussi, pour d'autres choses. Il augmente à 18 pour le risque idéal que vous voyez. Il a un petit peu de cholestérol, 2,8. Son risque passe à 26. C'est presque 3 fois. Il est diabétique. Regardez, ça flambe. 31. Donc, j'ai fait cette opération devant vous pour qu'on la refasse tout le temps devant quelqu'un qui est un patient qui a un diabète, une hypertension artérielle ou des facteurs de risque. Il faut vraiment la faire. Pourquoi? Parce qu'on a des surprises. On se dit qu'il est peut-être à faible risque, à moyen risque, à modéré, mais on se retrouve avec des très hauts risques. Alors, quand traité, on ne parle pas du diagnostic de l'hypertension artérielle ou du diagnostic de diabète pour l'instant, parce que, bon, supposé devant quelqu'un qui est diabétique et hypertendu. Alors, quand est-ce qu'on traite? Eh bien, nous avons une personne qui est diabétique, juste pour vous dire, quand on a une hypertension artérielle, dès qu'on a le diabète, on est en mesure de traiter, en 2018, à des chiffres de 130 mm mercure. Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous ne sommes pas en Amérique, qui ont rabaissé leur cible thérapeutique pour l'hypertension artérielle à 130 mm mercure. Si vous êtes naturalisé américain et vous avez 135 mm mercure au Maroc ou en Europe, vous n'êtes pas hypertendu, mais ailleurs, vous devez contracter une assurance parce que là, vous risquez d'être licencié ou bien d'avoir un reclassement parce que vous êtes en hypertension artérielle à 135 mm mercure. Alors, en Europe, non. Au Maroc, en Afrique, dans les autres sociétés savantes, non. À 130 mm mercure, vous n'êtes pas hypertendu, vous êtes en état de pré-hypertension artérielle. Mais si vous avez un diabète, vous êtes considéré en très haut risque. Vous êtes en mesure, vous êtes dans l'obligation de commencer les mesures hygiéno-diététiques et une thérapie anti-risque cardiovasculaire. Ça, c'est le changement qui a été par rapport à 2013. Alors, quelle cible tensionnelle on va aller toucher? C'est de 140 mm. C'est facile. Hein? En principe, cette diapo, elle est surchargée, mais on peut la résumer à un seul chiffre, 140 mm mercure. Il faut aller à moins de 140 mm mercure, que vous ayez une hypertension artérielle seule ou un diabète, une insuffisance rénale ou une maladie artérielle ou un accident vasculaire cérébral. Vous allez à quel seuil? Vous cherchez le 130 mm mercure. C'est tout. Si vous pouvez aller vers le 120, pas au-dessous, jamais. Mais si vous pouvez aller à 120, ou entre 120 et 130, c'est bien. Mais jamais à moins de 120 mm mercure, encore moins pour l'insuffisance rénale. Alors, quand on parle de prise en charge de l'hypertension artérielle, quand on a un diabète, très haut risque, dès le départ, maintenant les recommandations internationales, partout, disent une double thérapie antihypertensive, synergique, en une seule combinaison, un seul comprimé. Pourquoi? Pour diminuer les effets secondaires, pour avoir une synergie, pour avoir une bonne tolérance, pour avoir aussi une bonne adhérence. Donc c'est le message qui se retrouve dans toutes les recommandations internationales. Alors je vous pose une question. Quelle classe utiliser en premier quand on a une hypertension artérielle seule ou si vous voulez avec un diabète? Vous privilégieriez quelle classe? À main levée. Un IEC? Un ARA2? Les autres n'osent pas. l'ARA2 toujours. Quelqu'un dirait l'inhibiteur calcique? Quand on parle d'hypertension artérielle. Oui? Les inhibiteurs calciques, oui? L'hypertension artérielle, il a 50 ans. Sans diabète pour l'instant. Inhibiteur calcique, je n'ai pas entendu d'autres molécules. Un diurétique, oui. Non, vous ne voulez pas. On n'a pas dit qu'il est diabétique pour l'instant. Il est hypertendu juste. Donc, vous utilisez un ARA2, un IEC, un diurétique, un inhibiteur calcique, un bêta-bloquant. Oui, oui. En hochant la tête, c'est ce qu'il faut faire. Un bêta-bloquant, il faut qu'il ait d'insuffisance cardiaque. Il faut qu'il ait peut-être une fibrillation auriculaire. Il faut peut-être qu'il ait une maladie coronaire. Là, volontiers pour les bêta-bloquants. Mais les 4 premières, c'est le premier choix. Vous rajoutez du diabète, vous êtes dans une autre dimension.
vous êtes dans la double thérapie et donc vous utilisez quel type de médicament? Quel serait votre choix? Oui, diabétique. Le premier, ARA2 diurétique. IEC diurétique. 1, 2, 3, 4, c'est plus facile, donc je l'avais mise comme ça donc pour la retenir. Donc c'est les 4 premières combinaisons qui sont les plus utilisées et recommandées quand on a une hypertension artérielle, volontiers quand elle est avec du diabète. Les autres peuvent être utilisés, mais à moindre degré. Pas l'ARA2 et l'IEC, ça on ne l'utilise pas. Ce n'est pas une thérapie. Voici les recommandations en 2018, c'est les dernières de l'hypertension artérielle. On s'attend peut-être à quelque chose en août de nouveau, mais ils soulignent tous la combinaison d'une thérapie en matière d'hypertension artérielle et de départ pour être efficace, pour qu'on puisse revenir aux valeurs cibles qu'on cherche le plus vite possible et éviter des risques cardiovasculaires surajoutés. Alors, je vous donne l'exemple d'une néphroprotection dans la famille des ARA2 par l'irbesartan, qui est un néphroprotecteur au-delà des chiffres de tensionnels, même indépendamment de son accent sur la pression artérielle. L'irbesartan donne une réduction de la progression de la néphropathie diabétique. Et ça, c'est une valeur ajoutée dans une famille de médicaments qui sont très importants pour l'utilisation en matière d'hypertension artérielle. Même comparé avec un inhibiteur calcique, il gagne la bataille et en réduisant cette progression de la néphropathie diabétique de moins de 23%. Donc c'est une valeur ajoutée dans une famille. Alors, les recommandations de la Société européenne de cardiologie visent toujours un panier des systèmes rénine-angiotensine, qu'ils soient IEC ou ARA2, associé à un diurétique ou un inhibiteur calcique. Vous choisissez ce que vous voulez. D'accord? Vous mettez ARA2, inhibiteur calcique dès le départ, vous êtes dans le bon chemin. Vous choisissez ARA2 diurétique, vous êtes dans le bon chemin. La deuxième étape serait quoi? Si on n'arrive pas à régler le problème de notre hypertendu, bon, volontiers c'est diabétique, avec la première combinaison, vous associez le troisième médicament qu'on a oublié, IEC, inhibiteur calcique, j'ai oublié le diurétique. Ou bien ARA2 diurétique, j'ai oublié, ou je n'ai pas utilisé l'inhibiteur calcique. Donc je peux l'associer. D'accord? Alors au bout de quelques mois, 3 mois généralement, si je n'arrive pas à réguler mon tension artérielle, je commence à réfléchir à une résistance à une hypertension artérielle soit secondaire ou bien une résistance. Donc je vais vers le 4e médicament qui est la spironolactone. Alors je peux utiliser aussi des bêta-bloquants quand il y a une maladie coronaire, quand il y a de l'insuffisance cardiaque, quand il y a des troubles de rythme à type de fibrillation auriculaire, mais pas au-delà. Les bêta-bloquants ont été un petit peu dégradés par rapport aux autres classes. Alors, n'oublions pas qu'on a parlé de médicaments, mais il y a autre chose, de très fort. Le sel, il faut le diminuer. Il ne faut jamais l'abolir, mais on va le diminuer. D'autant plus quand on a des personnes qui sont de sujets âgés, qui ont des niveaux tensionnels qui sont élevés, qui sont diabétiques. Ces personnes-là qui ont de l'insuffisance rénale, des comorbidités comme l'insuffisance rénale, un syndrome métabolique, ces personnes-là sont répondeurs au sel. Donc vous diminuez votre sel et vous vous obstinez à le surveiller de cette manière-là. Je mange quoi? Je mange sain et bon. Et je m'habitue à cela. Des fois, quand on pose des menus de ce type-là, et comme a dit M. Heikel tout à l'heure, la dogme de Robzivore, oui, peut-être, on ne peut pas manger au Maroc s'il n'y a pas de pain. Or, le pain, c'est du sucre, qu'il soit complet ou non complet. Le pain, c'est du sucre. Donc, si on veut manger du pain, c'est un pain qui est complet, mais de l'ordre de 30 grammes. Ce n'est pas moi qui vais apprendre aux nutritionnistes et aux endocrinologues ce qu'ils doivent conseiller en matière de pain. Alors, on mange ça, oui. Voilà, regardez ce qu'on peut inventer. Kikab le qouq. Là, vraiment, c'est le comble. Regardez ça.
un cake aux artichauts. C'est formidable. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Mais en diversifiant, on pourra faire beaucoup de choses avec les légumes et les fruits. Et tant qu'on n'a pas de diabète, tant qu'on n'a pas d'hypertension artérielle, on peut manger tout. Imaginez ce qu'on peut faire avec ça pour prévenir. Bien entendu, on ne va pas parler de ça. Hein, ça, c'est la poubelle. Et je salue l'initiative hier des politiciens qui ont taxé les boissons sucrées. Maintenant, on a taxé les boissons sucrées, mais il faut aussi parler de cela. Regardez, ça c'est une personne qui est en train de présenter la manière de préparer le thé marocain. Et elle parle de 3 récipients qui sont un petit, un moyen et un grand. L'un pour le thé, l'un pour la menthe, et le troisième, le grand, pour le sucre. C'est ça le thé, chez les Marocains. Malheureusement, c'est ce qu'il faut changer comme style de vie. C'est ça notre cible de prévention. C'est cette mentalité qu'il faut changer. On est connu par le thé, mais pas de cette manière. Il faut inverser la dogme et ne pas utiliser le sucre de cette manière-là. Une canette de ce type-là, c'est 7 morceaux de sucre, fois 5 grammes chacun, ça fait 35 grammes. C'est une bombe. C'est une bombe, carrément. C'est votre besoin de sucre de toute la semaine. Imaginez, il y a des personnes qui prennent 2 ou 3 unités par jour. Alors, oui, changer, si vous voulez, taxer les boissons sucrées, je veux bien, mais moi, je parle de changement, carrément, de style de vie et de changement de comportement chez les Marocains ou chez tout patient pour éviter tout cela dès le jeune âge chez même nos enfants. Alors, c'est des recommandations américaines sur le diabète, vous les connaissez mieux que moi, mais ils ont des dizaines, une vingtaine ou une trentaine de pages sur le changement de comportement. C'est ça leur manière de prendre en charge le diabète ou la prévention du risque cardiovasculaire quand on parle de cela. Alors que bon, en parlant d'hypertension artérielle, les recommandations européennes en 2018, il y avait quelques chapitres ou quelques lignes, peut-être une page, maximum 2 pages sur le changement de style de vie. Mais là, je retrouve une vingtaine de pages sur cette arme qui est très importante. Alors, ne sous-estimez jamais un régime méditerranéen seul ou avec un traitement. Mais seul, déjà, il peut rabaisser les chiffres tensionnels de combien, selon vous? Oui, j'ai eu une réponse déjà, de 10 à 14 mm mercure. Un régime méditerranéen, ça veut dire un régime marocain sain. Alors, vous allez me dire, un Marocain sain, c'est quoi? Ce n'est pas celui que vous regardez dans les télés, hein? Ce n'est pas le couscous à l'intérieur, c'est les légumes à l'extérieur, pas le couscous lui-même, et donc pas le bréd, pas ce qui est frit et tout ça. Hein? Pas le tagine, oui, c'est quelque chose de sain, mais en mangeant avec ses doigts, hein, ou avec une fourchette si vous voulez, mais pas avec du pain. Alors la réduction du poids peut réduire la pression artérielle à elle seule de combien de millimètres mercure? Il ne faut jamais la sous-estimer. Oui, 10, au moins 10 mm mercure jusqu'à 20 mm mercure. Juste une réduction du poids. Alors, et on table sur, quand on parle de recommandations internationales, de ce changement de style de vie, et on recommande une activité physique de 150 minutes par semaine, de façon modérée, ou bien un peu plus intensive, de 75 minutes, au moins. Et donc, c'est l'équivalent de 3 à 6 mètres, ou métabolite équivalent, donc, qui permet donc, de diminuer, de prendre quelques 225 calories par 30 minutes. Donc c'est une activité modérée, que je jouais un footing ou bien du cyclisme, mais pas de façon intensive. Alors une recommandation qui est tombée en 2015, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais travailler debout, c'est la recommandation. Vous êtes au bureau, vous allez passer 3 heures ou 4 heures entre réunions, entre PC et documents à signer ou d'autres choses administratives à faire. Vous devez travailler debout.
Là, il est encore plus fort. Il travaille sur un tapis roulant. Pour garder l'équilibre et écrire, il faut le faire. Mais c'est ça la recommandation. Travailler debout, ça ne veut pas dire être statique comme ça. Et vous devez bouger de temps en temps pour permettre une bonne circulation périphérique veineuse. Mais c'est une recommandation. Alors aussi, donc, recommandation des sports, donc cyclisme. Hein, s'il veut bien marcher ce cyclisme, c'est un bon sport. Footing, là, il est en train de courir. Je ne conseille pas la boxe ou la lutte, mais là, il va l'inscrire, si on a les moyens, dans une piscine. Voilà. Donc ça, c'est les sports qu'on peut faire. Et ils sont light et ils rapportent beaucoup en matière de prévention cardiovasculaire. Alors, ce qui nous étonne, regardez, quand on fait du sport, quand on essaie de marcher, il y a toujours quelqu'un qui vous connaît peut-être, hein, et qui peut vous arrêter alors que vous êtes en train de faire de la marche. « Hey, monsieur, je peux vous déposer ?» Non, je fais de la marche. Non, 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 je peux vous déposer. Il insiste. Donc, la même chose pour un ascenseur. J'étais invité à une réunion à la DEM, la division des maladies, d'épidémiologie des maladies non transmissibles, pour un atelier sur le risque cardiovasculaire. Et la réunion se tenait au premier étage. Donc je me suis présenté, l'agent de sécurité, s'il vous plaît, premier étage, les escaliers ils sont où? Il m'a dit, l'ascenseur il est là. C'est le premier étage. Je lui ai répété, les escaliers. L'ascenseur. Et il insiste, rien à faire. Donc il ne me l'a pas montré les escaliers. Il m'a dit, il y a l'ascenseur, c'est tout. Donc j'ai cherché les escaliers, je ne montais pas les escaliers. Non, rien que pour vous dire que cette mentalité, on ne l'a pas. Alors que les escaliers, chaque jour, monter au service, monter dans un immeuble, aller faire ses courses, aller faire ses papiers, c'est une salle gratuite. Vous intégrez le sport ou l'activité physique dans votre manière de faire. Et là, vous ne payez rien. Et donc, vous diminuez vos risques cardiovasculaires seulement en intégrant ça dans votre vie. Et c'est la meilleure façon de le faire. Alors, oui, quand on parle recommandations, il y a des chiffres, il y a des cibles à atteindre. Mais il ne faut pas toujours être vraiment chiffres. Nous, ce qu'on veut, c'est préserver notre santé et nos organes nobles. Donc, il faut y aller doucement. D'autant plus qu'on est âgé. Si vous avez des personnes qui sont âgées, si vous avez des personnes qui ont des comorbidités, qui ont une espérance de vie limitée, qui n'ont pas une disabilité, qui n'ont pas des personnes qui vont les aider, ne soyez pas strict dans l'hémoglobine glyquée. Ne soyez pas strict à 5,5, à 6 points. Non. Même si vous êtes à 8 points, ça peut marcher. Et surtout, c'est des personnes qui sont âgées ou qui sont multitarées, qui sont multipolymédiquées ou qui risquent d'avoir de l'hypoglycémie. Ne soyons pas très stricts. On peut obtenir une diminution du risque cardiovasculaire et prévenir les complications avec un équilibre à 7,5. Je ne pense pas que les diabétologues, les endocrinologues ou les nutritionnistes vont me contredire. Alors, je reviens à cette diapo avec laquelle j'ai commencé. C'est une affaire de tous, c'est une gestion dans le temps, de longue haleine, de plusieurs niveaux. Et je pense qu'on a parlé tout à l'heure dans la discussion d'un système, de ministère, de volonté politique. Je dis que le système, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministère, c'est nous. C'est dans chaque hôpital, chaque dispensaire, chaque association, c'est nous qui devons changer de manière de faire et d'appliquer ces procédures pour pouvoir lutter contre ces deux tueurs silencieux. Voilà. Et je pense que aussi, on ne doit pas se priver, hein, quand on fait de la prévention. Mais manger un couscous, c'est parler avec son patient et lui dire qu'il faut manger le couscous parce que c'est quelque chose de formidable au Maroc et c'est unique au monde. Mais manger des légumes, ne mangez pas ce qu'il y a à l'intérieur, sauf s'il y a un peu de viande. De pois chiches aussi, c'est des graines. C'est l'équivalent de pain. Donc il y a des éléments de finesse qu'on doit discuter avec notre patient pour qu'on ne puisse pas aller au-delà. Alors là, le petit déjeuner, hein, je finis sur le petit déjeuner. Est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, jamais, ou à la folie? Moi je dirais à la folie. Il ne faut jamais rater son petit déjeuner. Toujours le prendre parce que c'est un protecteur en matière de risque cardiovasculaire.
c'est chaque fois que vous ne prenez pas votre petit déjeuner, vous avez un risque de maladie cardiovasculaire élevé, vous avez une mortalité élevée, vous avez une mortalité cardiovasculaire aussi élevée chaque fois que vous ne le prenez pas. Vous avez un risque d'accident vasculaire cérébral pour ceux qui ne le prennent pas, jamais. Donc ne ratez pas vous pouvez le rater 1 ou 2 fois, hein, par semaine ou par mois. Mais l'habitude, c'est de prendre son petit déjeuner. Je pense que je vais terminer sur ce petit déjeuner et vous dire merci de m'avoir associé à votre lutte.